Bonjour, bienvenue chez le webinaire des nouveautés d'Oplan 2018. Aujourd'hui, nous allons voir des nouveautés sur différents sujets comme modélisation 3D, vue et coupe, ferraillage et BIM+, aussi. Mais je veux commencer avec le parti peut-être le plus visible, ça c'est la nouvelle interface qui s'appelle la Action Bar. Alors quand vous démarrez au plan, ce que vous allez voir au début, la première image, c'est ce que vous voyez ici. Bienvenue sur la nouvelle version en plan 2018. Ça s'appelle onboarding, ça c'est l'intégration en français. Et ça vous présente des nouveautés sur le nouvel barre d'outils ici. Alors vous avez différentes étapes. Si vous cliquez sur le petit plus, vous allez voir l'explication. Oui, je fais suivant, suivant, et à la fin, nous allons retourner en plan. Vous pouvez réouvrir ça à nouveau après avec l'aide ici, l'intégration, mais vous pouvez voir ça plus tard parce que je vais vous expliquer ça en live. J'ai fait ici suivant, suivant dans le plan. Maintenant, nous allons retourner dans le plan. Ouais, ça fonctionne. Oui, ok. Alors, ça c'est une nouvelle méthode à travailler, un peu comme des ribbons, comme vous avez en Excel et des autres logiciels. Et en plan, on a pensé des différents rôles. Et dépendant des rôles, vous avez une certaine configuration des fonctions. En général, vous avez à gauche des différents rôles. Dans des rôles, vous avez des tâches, gros œuvre, revêtement, annotation, visualisation, des différentes tâches. Et dans des tâches, vous avez des groupes de fonctions. Vous voyez ici, éléments de construction. Oui, ce sont toutes les fonctions qui sont avant disponibles dans les palettes, mais ils sont organisés un peu différents. Ici, vous avez tous les fonctions de création. Ici, des créations, mais à l'aide ou dans un autre objet, comme une fenêtre. D'abord, vous avez besoin d'un mur et après, vous pouvez mettre des objets dedans. Ici, ça c'est modification aussi contextuelle, ça s'appelle pour faire des modifications des objets que vous devez dessiner ici. Dans cette barre d'action, vous avez plusieurs parties. Vous voyez ici le parti en bleu et en gris à droite. Ouais. En bleu, ce sont les parties qui sont flexibles, vous pouvez les modifier, vous pouvez glisser partie dedans des fonctions ou des groupes de fonctions, et ils sont aussi différents dépendant de la tâche. Vous voyez ici, pour visualisation, c'est juste deux groupes de tâches. Grosse œuvre, vous avez plusieurs groupes de tâches peut-être. Et à droite, vous avez les groupes en gris. Ce sont les fonctions qui sont, ce sont les groupes de fonctions qui sont les mêmes dans tous les différents barres d'action. Alors, si je change d'ici vers visualisation, vous avez les mêmes. Oui, ce sont les fonctions peut-être les plus utilisées, qui sont bien intéressantes comme mesurer, comme des fonctions d'édition, certaines modifications, et comme ça, ils se retournent dans tous les barres d'action. Et au milieu des deux, vous avez accès rapide. Ça, c'est un barre d'outils qui montre certaines fonctions les plus utilisées. Ouais, ça, c'est facile parce que vous ne devez pas chercher. Souvent, vous avez besoin d'une ligne 2D quand vous êtes en train de dessiner en 2D. En 2017, vous devez échanger des palettes. Si vous travaillez avec des palettes, si vous travaillez avec des barres d'outils, peut-être la différence n'est pas très grande, mais ce qui est important pour le contraste avec les barres d'outils simples, ici, ça c'est par des différents rôles et vous pouvez avoir des différentes configurations des fonctions dépendant des tâches. Ouais, ça c'est quelque chose que vous pouvez facilement créer et les barres d'outils se trouvent toujours organisées dans une même façon. Alors, au début, je dois aussi chercher les fonctions. Oui. Parfois, vous avez des flyouts où certains groupes sont compressés. Ouais. Alors, comment ça fonctionne? Si vous avez le petit triangle ici, ça c'est un flyout. Ouais, comme ça, certaines fonctions sont dans un flyout. Mais si vous avez un groupe qui est compressé, comme ça, c'est un peu plus petit. Ouais. Comme ça, vous avez seulement les fonctions ici. Et si vous cliquez et pressez, vous pouvez voir toutes les fonctions qui sont dedans. C'est quelque chose que vous pouvez modifier comme vous voulez. Oui, si vous avez un grand écran ou une bonne résolution, vous pouvez
afficher tous les icônes en même temps. Ça c'est avec CTRL et double-clic gauche dessus. Alors, clic gauche, double-clic seulement sur un groupe. Ça compresser ou je ne sais pas l'autre mot. Et si je fais ça avec CTRL, ça c'est pour tous les groupes de fonctions compressés ou expandés ou en une seule opération. Oui. J'aime mieux de voir tout, comme ça pour moi c'est plus facile comme ça. Mais il y a quelque chose aussi à savoir. Pour les flyout, si vous prenez une certaine fonction, par exemple, ici, vous avez groupe d'éléments certaines fonctions, vous avez le choix de dire c'est lequel que je veux toujours le visible. Ouais. Alors quand je fais ce fonction ici, où je prends jonction des éléments, quand je refais la fonction, c'est le dernier utilisé qui reste ici visible. Ça c'est dans la configuration de barres d'outils concernant le flyout. Et ça c'est fait ici dans ce parti. Alors, dans l'action bar, vous avez la partie des tâches et les fonctions. Vous avez aussi un peu plus haut, maintenant dans le barre de fenêtre de Windows, vous avez certaines fonctions. Le plus utilisé, ouais, c'est mieux organisé qu'avant. Vous avez toujours sur le plan, c'est comme vous avez avant le file, mais maintenant vous avez accès direct au projet et des autres fonctions. Ils sont intégrés ici dedans. Et sur le petit flèche ici, vous voyez aussi des possibilités de personnaliser l'interface d'utilisateur. Ici, vous avez certaines options. Oui, je ne vais pas expliquer toutes les options, mais par exemple, sur les flyouts, les menus déroulants, vous pouvez dire que c'est toujours le même qui s'affiche ou c'est la dernière fonction sélectionnée, oui, qui est affichée. C'est ça que je préfère personnellement. Sur la configuration, ça c'est à droite. Aussi, la connexion avec BIM Plus est fait, l'aide est ici à droite. Et pour la configuration des barres d'outils, vous avez ici des favoris. Si vous avez créé un, vous pouvez vite ouvrir un. Vous pouvez configurer des barres d'action et vous pouvez chercher des fonctions. Alors ça c'est peut-être intéressant au début. Je peux dire ici, je pense que ça c'est le mot, ligne. Je dis ici, non, comment ça s'appelle? C'est ligne, oui, ligne, alors, ouais. Comme ça, je dis suivant, et maintenant, toutes les fonctions qui ont ce fonction dans leur explication sont affichées. Alors je peux faire suivant, comme ça suivant, suivant, et comme ça si vous avez une fonction que vous ne trouvez pas, ici ça peut vous aider au début pour trouver une fonction dans les barres d'outils. Si vous cliquez suivant, vous allez voir ça dans tous les différents rôles aussi, dans tous les différents tâches, etc. Ouais. Maintenant, pour la configuration, je prends cette fonction ici et maintenant la configuration s'ouvre et ici vous avez deux options. Ça c'est où création commencer avec quelque chose vide, oui, ça c'est peut-être pas très important en ce moment. Vous pouvez reprendre une configuration standard ou vous pouvez reprendre une seule rôle. Ça c'est possible, oui, comme vous voulez. Et après vous avez des favoris et vous pouvez toujours modifier les favoris. Quand je fais ici ouvrir, je peux ouvrir un que j'ai créé. Par exemple le 1, je fais ouvrir. Et maintenant je vois ici que j'ai seulement le rôle ingénierie et des différentes tâches bien sûr. Quelle est la différence entre enregistrer et enregistrer? Enregistrer, ça c'est ici sur l'ordinateur. Ouais. Quand vous voulez échanger des configurations avec des autres utilisateurs au bureau, vous devez faire enregistrer sous. Enregistrer sous, comme ça c'est un fichier XML que vous pouvez facilement échanger ou je veux dire non, échanger avec des collègues. Et ça c'est la différence aussi entre importer, ça c'est un fichier XML, et ouvrir, ça c'est une configuration que vous avez enregistrée sur votre ordinateur. Alors maintenant, peut-être je vais commencer avec un ici. Je fais créer, je reprends ou tous les rôles ou une seule rôle modèle ingénierie. Je fais créer. Et maintenant, vous voyez que j'ai ici le même barre d'action
de rôle ingénierie avec toutes les fonctions dedans. Et maintenant, par exemple, dans la modélisation libre, j'ai objet 3D, macro, mais je manque quelque chose. Et ici, ça c'est peut-être dessiné en 3D. Et je peux simplement glisser ça ici dedans. Et comme ça, vous voyez cette fonction ici. Si je veux pas quelque chose, c'est glissé. Oui, vous pouvez le modifier. Ça, c'est très simple. Ouais, vous pouvez ajouter n'importe quelle fonction ou des groupes de fonctions. Ici, ce sont tous des groupes de fonctions. Ici, ce sont des fonctions individuelles. Ouais, alors ça c'est très facile de la configuration. Pour le configurer, vous avez toujours de la même façon que les icônes sont organisées. Les barres d'outils, vous pouvez mettre où vous voulez. Ici, ça c'est un peu plus fixe, mais c'est aussi plus puissant parce que vous pouvez utiliser plusieurs rôles, mais ils sont plusieurs tâches. Ouais. Ok, maintenant pour comment vous pouvez travailler avec un exemple. Dans les différents rôles, vous avez des tâches et je trouve que ça c'est plus visuel et plus vite aussi que les palettes. Je prends un mur, ouais, pas très important, je prends un mur et après je veux faire de modélisation libre. Ça c'est, je ne dois pas chercher les différents palettes. Ouais. Je dessine ici, oh, pardon, je dessine ici quelque chose. Oui, un objet 3D. Oui, et maintenant je veux dessiner une ligne en 2D. Oui, comme ça, vous voyez que échanger des différentes fonctions. Avant, vous devez échanger des palettes, mais maintenant, ça c'est juste, vous avez ça vite disponible dans les différentes tâches et aussi avec le Quick Start, je dois mesurer quelque chose, ça c'est direct disponible. J'ai fait des essais au début. Pour moi, c'était un peu, oui, je dois chercher les fonctions, mais après certain temps, oui, je ne veux plus retourner vers les palettes. Si vous avez des barres d'outils, peut-être la différence n'est pas assez grande, mais c'est aussi pour les nouveaux utilisateurs, c'est plus facile maintenant à travailler sur la même façon. Mais c'est pas seulement les barres d'action. Ah, j'ai ici, avant c'était pas de UBX, oui, avant c'était une UBX, et maintenant ça c'est un XML de configuration. Est-ce que vous avez toujours la disponibilité personnalisée de menu d'interface? Oui. Vous avez toujours la possibilité ici d'exportation, mais ça c'est ici ça se somme pour les barres sur les barres des barres d'action, mais ici ça c'est peut-être aussi pour les raccourcis, etc. Oui. Mais vous pouvez toujours, si vous voulez, retourner vers les palettes. Oui, je ne conseille pas de faire, mais si au début vous voulez travailler toujours avec les palettes ou l'ancienne configuration, c'est toujours possible. Ouais. Ok. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui est modifié. C'est pas seulement les barres d'action, vous avez aussi l'utilisation du palette de propriétés qui est un peu différent. Oui. Maintenant, quand je prends par exemple une ligne, vous voyez que le barre de propriété de format n'est plus là. Ça c'est maintenant le palette de propriétés. Comme ça, le palette reste toujours ouvert, mais je mets ici une différente couleur. Ouais, comme ça. Si je prends une autre fonction où j'utilise personnellement, moi j'aime bien les palettes des objets ou des assistants ou n'importe quoi. Quand je fais quelque chose ici dedans, et avant, avec les palettes, je veux utiliser à nouveau une fonction, je dois toujours ouvrir à nouveau les fonctions, je dois retourner dans les objets, je dois échanger des palettes souvent. Oui. Maintenant, du moment que je fais une fonction, les propriétés de palette s'ouvrent, la palette de propriétés s'ouvre et je peux continuer ou je peux mettre mes propriétés avec aussi certaines propriétés de l'élément qui sont avant ici dans la barre d'outils sont maintenant ici dans la palette et je peux à nouveau dessiner quelque chose. Quand je fais escape, je sors de la fonction, à nouveau automatiquement la palette ici est retournée. Alors c'est aussi des petites choses, mais j'aime bien ça que la palette qui était ouvert avant est automatiquement ouvert à nouveau. Mais si vous travaillez avec plusieurs écrans, c'est peut-être moins important parce que vous pouvez mettre toujours les palettes sur des autres écrans. Si vous travaillez sur un écran comme moi, souvent, j'aime bien ça. Ok. Alors, je pense que c'est assez sur ce sujet.
Vous avez des questions sur ça? Alors c'est très simple de faire une configuration. Vous devez peut-être contrôler les options que vous avez ici. Si vous, quel type d'icône que vous voulez, etc. Il y a aussi quelque chose. Si vous cherchez l'ancien bar menu, il est toujours là. Ouais. Vous pouvez l'activer comme ça. Ouais. Ou vous pouvez faire Alt. Si je fais Alt, la barre d'outils va apparaître une seule fois. Oui, du moment que je fais ici quelque chose fichier, enregistrer quelque chose, enregistrer copie sous, du moment que je fais la fonction, c'est disparu. Oui. Parfois c'est important de, si vous avez besoin de quelque chose qui n'est pas dans les barres d'outils ou vous êtes habitué de faire ici, vous pouvez dire que je laisse ça actif ou je fais ça avec Alt, c'est comme vous voulez. Ouais. Ok. Ça c'est le barre d'action, ça c'est le plus grand nouveauté que vous allez voir au début de Repon. Il y a beaucoup d'autres nouveautés, mais ça c'est quelque chose, oui, vous allez le voir sans rien faire. Peut-être encore une remarque, et pour ça je vais ouvrir le site de Repon. Vous avez maintenant des différents paquets dans le plan. Avant, vous avez seulement architecture et ingénierie. Maintenant, il y a encore une question. Ah, voilà, ok. Oui, si vous utilisez les raccourcis clavier, oui, ça fonctionne toujours. Mais parfois, pour de nouveaux utilisateurs, les barres d'action sont bons parce que c'est plus facile à retrouver des choses ou chercher des barres d'outils, oui. C'est plus comme des barres d'outils. Si vous avez des barres d'outils déjà bien configurées, oui, vous pouvez continuer à travailler comme ça. Maintenant, sur les paquets, il y a une distinction ou une différence entre l'engineering building et l'engineering civil. Oui, si vous avez une licence de 2017, vous avez automatiquement une licence avec contrat de maintenance de 2018. Mais certaines fonctions, pas beaucoup de fonctions, mais il y a une différence. Oui. Alors, il y a des fonctions qui sont très avancées, qui sont pas inclus dans la licence standard. Ils sont inclus dans un package de engineering, au plan engineering civil ou au plan engineering building. Oui. Alors, je vais montrer une fonction comme ça c'est la nouvelle fonction de ferrage. Mais si vous cherchez une fonction que vous n'avez pas, c'est peut-être parce que c'est dans un paquet spécial. Oui, ce ne sont pas des options indépendantes, mais ou à part, il fait partie d'un paquet. Mais ça, c'est oui, peut-être pour plus tard. À ce moment, vous avez une licence de 2018, comme vous avez avec les mêmes fonctions et des nouvelles fonctions, mais comme vous avez en 2017. Oui. Ok, maintenant sur peut-être des nouveautés. Vous pouvez voir ça, je ne suis pas sûr que vous avez vu ça, vous pouvez, et ça sera mis sur notre site internet, vous avez un document que vous pouvez télécharger de Allplan Connect. Ça c'est avec tous les nouveautés, et ça c'est combien de pages 100, oui, c'est 160 pages. Alors, je vous conseille de lire ça ou regarder dans les nouveautés dans ce document. Nous allons parler de beaucoup de choses qui sont ici dedans, mais peut-être pas tous les détails où il sont encore des choses dedans que vous pouvez trouver intéressantes, mais je ne montre pas aujourd'hui. Ouais. Ok, pour les fonctions, j'ai ici un projet avec certaines étapes. Pour un plan bien important, c'est le BIM. Ça, c'est pour plus tard. Le modéleur 3D pour modélisation libre, il y a beaucoup d'avancements. Ça a commencé en 2016. Oui, ça commence toujours. Ça continue toujours. Et pour l'ingénierie aussi, nous avons une nouvelle fonction très puissante. Ça, c'est le sweep bord, long pot ou balayage de trajectoire de ferrage. Nous avons des nouveaux Python ports, c'est comme des smart ports, des objets paramétriques, visualisation, des nouvelles vues et coupes, et quelque chose en général que je vais vous montrer. D'abord peut-être le modeleur 3D.
l'objet, il y a des fonctions, de nouvelles fonctions, mais il y a un objet peut-être le plus important, et ça c'est dans la modélisation libre, ça c'est un spline 3D. Ils ont intégré de nouvelles splines et ils sont beaucoup plus puissants. Ce sont des B-splines ou c'est comme des Bézier curves, mais ils vous permettent de créer des formes en 3D, mais que vous pouvez créer avec des axes aussi. Ça c'est pour plus tard. Mais l'objet spline, de l'objet vous ne voyez pas beaucoup, mais ici vous voyez que vous avez un spline maintenant qui a des différentes propriétés, et ça c'est pour tout qui concerne les axes, etc. Ça c'est très important parce que j'ai des points de contrôle et j'ai des points de interpolation. Quand je change un point de contrôle, vous voyez que tout le spline sera recréé, ouais, recalculé. Ouais. Je peux aussi modifier un certain point d'interpolation et maintenant vous voyez que ici ce point reste là. Oui, le spline sera recalculé bien sûr, mais certaines positions, ce point ici se reste. Alors vous avez deux différents types de points. Vous avez un point de contrôle et un point d'interpolation, et vous pouvez avec ce nouveau fonction en direct, vous pouvez ajouter des points comme vous voulez. Et vous pouvez aussi supprimer des points. Ouais. Alors je peux ici mettre, je clique ici, je dis, je veux ajouter un certain point, pas d'importance lequel, et comme ça vous pouvez ajouter des points. Alors ça c'est vraiment un objet libre que vous pouvez utiliser pour modélisation et c'est très flexible maintenant. Aussi, avec les splines, je vais montrer beaucoup plus après, vous avez la possibilité de dire que ça doit être un spline fermé. Vous voyez que c'est maintenant c'est un objet fermé. Si je décoche ça, ça c'est ouvert à nouveau. Et vous voyez ici aussi que vous avez différents types de splines. Ça c'est l'ancien, le spline cubique. Il n'y a pas de point de contrôle, c'est juste des points d'interpolation. J'y clique. Ouais. Je peux dire aussi que vous pouvez échanger, mais la forme de spline peut modifier bien sûr parce que la configuration ou la génération est un peu différente. Les points par des points de interpolation et ici ça c'est par des points de contrôle. Comme ça, vous pouvez dessiner, vous voyez ici, ça c'est une ligne droite, oui ça c'est le point de contrôle, mais comme ça vous avez quelque chose qui suit les points. Ça c'est pour certains axes ou pour certaines choses, c'est très intéressant de dessiner quelque chose comme ça. Il est toujours à l'interne des points de contrôle. Ouais. Vous pouvez aussi dire un certain degré pour le niveau de détail. Ouais. Ou combien de points sont calculés, etc. À côté de ça, vous avez deux autres options. Ça c'est reprendre d'un élément, oui, ou reprendre les points de terrain. Je ne suis pas sûr que quelqu'un de chez vous a déjà utilisé les points de terrain, mais maintenant vous pouvez créer un spline avec des points de terrain qui sont déjà créés. Si vous avez ça, peut-être je peux vous montrer, c'est pas quelque chose de spécial que je vais montrer maintenant, mais si je crée des points de terrain comme ça, avec un hauteur peut-être différent. Oui, je prends ici un point de terrain et je montre le point d'auteur 5 mètres, oui, comme ça. Je suis en mètres, oui. Avec ce fonction spline, je peux réutiliser des points de terrain. Comme ça, si vous avez dessiné un axe ou un axe qui est important pour les points de terrain, comme ça, vous voyez que je peux vite créer un spline. C'est vraiment un objet courbe. Avant, si vous travaillez avec des points de terrain, c'était toujours polygonisé. Aussi avec des axes que vous pouvez créer avec axe et gradient, c'est toujours quelque chose polygonisé. Oui, maintenant, pour la modélisation, oui, comme ça vous avez toujours un objet qui est polygonisé. Maintenant, ça c'est un objet vraiment en courbe. Ouais, ok, ça c'est assez, je pense, sur les splines. Nous allons les voir plus tard encore avec des autres fonctions. Avec le spline, ça c'est comme le point de... Je vais dessiner quelque chose avec un certain spline, oui, spline fermé, oui, comme vous voyez ici. Je vais modifier l'auteur d'un point, comme ça.
Oui, maintenant vous avez une forme, ouais, pas assez encore, je vais peut-être ajouter encore un point quelque part, point d'interpolation ici, et je modifie l'auteur, comme ça. Vous voyez maintenant que vous avez une forme quelconque en 3D d'un spline. Vous pouvez vous imaginer que vous avez besoin d'une surface. Oui, ça c'est très complexe de créer une surface quand vous avez des splines ou des polylignes, bien sûr aussi des polylignes. Parfois vous avez ça déjà, vous devez créer une surface. Maintenant vous avez la fonction patch qui peut faire ça. Je clique ici sur le spline et maintenant le patch est créé. C'est Allplan ou c'est le modeleur Parasolid qui a fait la génération. Alors c'est pas quelque chose que vous pouvez que vous avez contrôle, vous ne pouvez pas le contrôler, mais si vous avez une spline, oui, ça c'est facilement à créer. Ça c'est un. Vous avez une surface avec la fonction shell, coq s'appelle. Vous pouvez aussi créer, et je peux cliquer simplement sur la surface et comme ça je peux donner une certaine épaisseur. Vous voyez, un épaisseur, mais en différentes possibilités. Une direction négative, divisée ou l'autre direction. Je fais escape et maintenant vous avez une surface, mais aussi un objet 3D avec une certaine épaisseur. Ouais, ce sont des nouveautés de modeleur 3D. Comme ça, si vous avez des objets quelconques, vous pouvez très facile créer une surface et aussi d'une surface, une volume. Et aussi, si vous avez une volume, je vais supprimer la surface. Si vous avez une volume, je peux à nouveau avec ce fonction créer encore une surface. Alors, comment ça fonctionne? Je clique la surface ici. Ouais. Et maintenant, je peux dire peut-être l'auteur point 2. C'est quelle direction? Point 2 avec une autre couleur. Orange peut-être, oui, vous voyez ça ici. Mais je peux aussi dire que je veux ça avec une distance de 0. Comme ça, une surface sera créée. Ouais, je fais Enter. Maintenant, vous voyez, il y a une surface orange, je supprime, et maintenant j'ai à nouveau une surface. Oui, comme ça, vous avez encore de nouvelles possibilités pour créer des lignes 3D, une surface, vous pouvez créer un volume, et d'une volume, vous pouvez créer à nouveau une surface. Oui, alors comme ça, vous gagnez de flexibilité. Alors, ce ne sont pas vraiment des exemples, des exemples. Une application, c'est juste l'exemple de la fonction. Peut-être ici, je vais dessiner encore quelque chose parce que vous voyez ici, ça c'est une surface rond. Ça c'est aussi une nouveauté que je vais dessiner un objet 3D avec une certaine hauteur. Il n'y a pas d'importance de l'hauteur. Un peu plus haut, un peu plus bas. Ouais. Et maintenant, pour le couper, avant, vous avez seulement la possibilité de scinder des volumes. Oui, scinder des volumes. Quel volume? Le volume ici. Oui, ça c'est toujours seulement possible avec ou une surface, mais une surface droite, ou 3 points qui créent aussi une surface droite. Maintenant, vous pouvez couper un objet 3D avec une surface libre. Ça peut être une surface en multiples facettes aussi, une surface polygonale ou une surface courbe. Il n'y a pas de différence. Vous pouvez sélectionner une surface et maintenant c'est avec la fonction ici, par exemple, comme vous pouvez faire avant, pour le couper et soustraire, et je clique l'objet ici, je sélectionne la surface, je continue comme avant, le clic droit, et maintenant j'ai supprimé la volume, ou la surface, je supprime la ligne aussi, maintenant j'ai coupé l'objet en deux, mais avec une surface quelconque, en courbure ou droite. Oui, comme ça vous pouvez couper n'importe quel objet avec une surface quelconque ou en multiples facettes. Ouais. Ok. Moi, je pense que ça c'est assez pour les fonctions ou pour montrer les fonctions. Maintenant, j'ai peut-être ici un exemple qui est plus une application. J'ai ici un axe d'une route et j'ai aussi les gradients d'une route. Alors, il y a une nouvelle fonction pour combiner les deux en une seule ligne 3D. C'est très puissant et c'est très précis. Avant, vous devez faire ça avec le plan de situation, vous devez faire jalonner l'élément, vous devez modifier l'auteur, etc. Et c'est toujours une ligne polygonisée. Maintenant, ça fonctionne vite et c'est
c'est très simple, c'est très puissant. Vous pouvez utiliser ça pour des routes, pour des axes, des objets, pour les axes en 3D, ce sont des splines, pour les câbles de précontrainte, beaucoup d'applications possibles. Et c'est assez facile de l'utilisation. Non, il y a une question, tout ça est dans le module de terrain? Non. Je montre ça dans le module de terrain, pourquoi? Est-ce qu'il y a une importance? Non, peut-être pour faire la comparaison avec le plan de situation que vous devez faire ici, quelle fonction vous devez ouvrir avant, parce que ça se trouve dans architecture, modélisation libre, vous avez les mêmes fonctions. Pour l'ingénierie, modélisation libre, ce parti n'est pas visible, mais j'ai simplement mis ça dedans. Alors, les fonctions que je montre ici du modéleur 3D, ils sont disponibles pour tous. C'est pas une nouvelle fonction qui est dans une certaine module ou non. C'est tout dans les fonctions ingénierie ou architecture. Oui. Oui, modélisation libre. Alors ici, courbe à partir d'un axe et un gradient. Oui, je dois toujours créer l'axe. Ah oui, c'est pour ça que je suis dans l'environnement, dans le plan de situation, pour un clotoïde. Oui, le clotoïde, ça c'est une connexion ici entre deux cercles. Ça c'est typiquement une connexion ou un élément de route. Si vous n'utilisez pas ça, oui, il n'y a pas d'importance. C'est juste pour faire la connexion ici. Maintenant, je vais créer une jonction d'éléments. Ça, c'est aussi dans les fonctions de base. Et ici, vous voyez certaines couleurs, il n'y a pas d'importance. Oui, je vais le déplacer un peu. 50 mètres, oui. Et maintenant, je vais créer des splines avec ce nouveau fonction ici. Courbe à partir d'un axe et un gradient. Alors, je clique l'objet ici. Vous voyez, ça, c'est le point de début. Vous voyez ça ici en 2D, 3D. Du moment que je clique sur un gradient, je clique ici. Ça peut être une polyligne, ça peut être une spline, ça peut être une jonction des éléments que vous avez ici. Vous voyez que l'aperçu ici change vers une ligne 3D. Quand je fais Escape, je peux à nouveau cliquer un autre. Ça, c'est très facile. Je clique ici. Est-ce que ça, c'est bon? Non, ça doit être l'autre. Comme ça, dans la fonction même, vous ne devez pas recréer tout. C'est juste un simple Escape et vous pouvez à nouveau choisir le gradient que vous avez besoin. Alors, vous voyez ici l'aperçu. Si c'est bon, je peux donner une hauteur. Ok, ça c'est bon comme ça. Vous voyez ici la ligne 3D. Et ça, c'est une spline. Spline 3D avec beaucoup de points. Mais ça veut dire que ça c'est très précis. Ce sont tous des points, mais c'est pas polygonisé. Oui, ils sont vraiment calculés comme un B-spline, comme le spline que vous avez vu avant. Encore une fois, je prends la jonction d'éléments ici. Je prends à nouveau ici et ça doit être un peu plus bas. Je veux le mesurer un peu plus bas d'ici vers ici, ça c'est 2 mètres. Ouais. Alors j'ai dit ici moins 2. Et comme vous pouvez voir toujours l'aperçu, ça c'est bien intéressant. Je fais OK, Enter, et maintenant ça s'est créé. Ouais, vous avez ici les deux splines. Et maintenant, je fais des fonctions qui existent déjà avant. Je fais une surface, je sélectionne la surface 3D. Si je clique sur une seule ligne, ça sélectionne une seule ligne. Quand je fais ça avec Shift, c'est le contour de surface, tous les arêtes de surface. Ouais, je clique ça, c'est pas nouveau. Je fais Escape, ouais, ça s'est créé ici, ouais, ça c'est un. Je dis ça doit être vertical, ok. Et maintenant je veux couper ça parce que c'est toujours droite. Ouais, je veux que ça c'est un peu différent. Et peut-être je peux dessiner simplement ici une surface, une autre couleur peut-être. Ouais. Je dessine quelque chose d'ici vers ici. Oh. Ici. C'est pas la bonne direction. Oui, encore. Point 1, point 2. Un peu plus bas. Ok. Et je fais la même chose ici avec la surface et le spline 3D. Comme ça, je fais une extrude, escape. Ouais, et maintenant, vous voyez ici que ça c'est le bord inférieur du pont. Ouais. Et je fais ici supprimer de ce parti ici. Ouais, je supprime aussi les deux surfaces. Oui, maintenant vous avez un objet qui est créé par rapport des splines 3D, qui était très facile à créer. Ouais.
Ça c'est exemple 1 pour la modélisation. Encore autre fonction. Ici, ça c'est, oui, comme nous avons vu avant, un peu, et je vais montrer l'application du shell encore, parce que si vous avez besoin d'une culée de pont, par exemple, ça doit faire une connexion avec ce pont. Oui. J'utilise certaines fonctions, je vais ici le sender, pas d'importance de quelle épaisseur, comme ça peut-être. Hauteur 1. Oui, je supprime l'autre partie. C'est juste pour faire un exemple. Ouais. Alors dans le cas ici, je veux utiliser le shell pour créer ce partie ici un peu plus épaisse. Alors je prends le spline, le coq ou la fonction shell, je clique sur un objet, maintenant je peux sélectionner plusieurs surfaces. Oui. Je sélectionne surface 1, je sélectionne surface 2 ici. Est-ce que c'est la bonne surface? Ouais, comme ça, ils sont sélectionnés. Je fais maintenant, est-ce que ça c'est bon? Encore une fois, objet. Ouais, je sélectionne la surface ici, 1. Ouais, j'ai cliqué en trop, je pense, une fois. Je sélectionne l'objet ici, oui, comme ça ce sont les deux surfaces. Et maintenant je peux utiliser les deux surfaces au même moment. Et j'ai dit ici je veux une certaine épaisseur 2 par exemple. Oui, 2 à cette direction, non l'autre direction. Oui, vous voyez qu'est-ce qui se passe ici. Mais vous voyez, ils sont toujours perpendiculaires aux surfaces. Mais je peux dire non, il doit prendre en compte l'arrêt ici et l'arrêt ici. Comme ça, ils suivent bien les différents surfaces qui sont oui, autour de l'objet. Je peux aussi définir une direction moi-même. Ouais. Alors je fais Escape. Ici et maintenant j'ai créé des objets, je vais mettre ça un peu plus grand, comme ça. Oui. Et maintenant je peux toujours couper, parce que ça doit être horizontal peut-être. En bas, je dis ici, je veux que ça c'est dans une certaine direction comme ça. Ouais, et maintenant je vais supprimer ce parti ici, et comme ça j'ai quelque chose plate. Mais pour faire ça avec des autres fonctions, ça peut être assez difficile, et maintenant c'est vite et simple parce que vous pouvez cliquer sur un objet et faire des modifications sur l'objet. Dans le même sens, vous pouvez faire un shell autour de l'objet ici, pour dire je veux maintenant créer le culé de pont avec un offset. Ouais, ça c'est le même principe, je ne vais pas vous montrer tous parce que j'utilise déjà trop de temps, je pense, que j'ai prévu. Alors, je clique ici sur l'objet général. Quelle surface? Surface 1, 2. Je fais une rotation un peu d'ici, peut-être, l'autre partie. Ouais, comme ça. Et je dis maintenant en quelle direction la direction est bon. Et je veux maintenant que ça c'est 0.5, comme ça. Ouais. Ouais, Escape. Et maintenant j'ai créé un offset. Et si je fais maintenant un objet en 3D, en noir à nouveau, comme ça. Oui, un peu plus haut peut-être, jusqu'ici peut-être. Oui. Et maintenant ce que vous pouvez faire, ça c'est le même principe qu'avant. Ça c'est l'objet ici, ce que j'ai, moins ce parti ici. Ouais. Est-ce que ça sera coupé en plusieurs parties? Oui. Je supprime aussi ce parti ici. Maintenant, vous voyez que c'est un objet avec un certain offset. Sans redessiner quelque chose en 2D, etc., j'utilise des objets que j'ai disponibles pour faire des autres objets avec une haute précision. Oui, alors ça c'est peut-être ce que je veux montrer pour les nouveautés de modélisation. Ça c'est le spline 3D. Ici les gradients, ça c'est très puissant. Et aussi les deux autres, le shell et le patch sont aussi bon. Vous devez trouver une application. Ah, il y a encore un, pardon. Quand vous avez dessiné des splines, parfois c'est très difficile de trouver ouais, je vais mettre ça ici au milieu. Comme ça. Ça peut être très difficile de trouver quelque chose qui est perpendiculaire. Ouais. Alors je dessine quelque chose ici très librement. Oui, je bouge ça ici un peu, comme ça, et peut-être un peu plus haut aussi. Oui, comme ça vous avez un spline qui est vraiment quelconque.
Maintenant, comment est-ce que je peux vite faire quelque chose qui est perpendiculaire? Ça c'est intégré dans la fonction de surface ou des polylignes. Si je prends un objet, par exemple circulaire, je peux cliquer sur l'axe 3D et vous voyez maintenant que ça suit perpendiculairement l'objet. Comme ça, c'est très facile à créer des cadres précontraintes, mais ça c'est pour tous les objets rectangulaires, c'est pas quelconque, c'est l'inverse des objets réguliers, ouais, comme ça aussi, quelque chose, ou rectangulaire aussi, je clique ici, je clique sur l'option ici, comme ça c'est toujours perpendiculaire à la ligne. Ça c'est une des choses qui est le plus difficile à trouver, mais maintenant ça c'est assez facile. Prendre l'option ici, cliquer sur ça, je dis ici au début avec une certaine taille, ouais, et maintenant je peux vite faire aussi une extrusion par exemple de la surface ici, et comme ça j'ai un objet en 3D qui est perpendiculaire à l'axe. Ouais, ce sont des choses qui sont très puissantes et qui avant étaient difficiles à trouver la bonne orientation. Ouais. Ok. Prochaine partie. Ça c'est la partie d'ingénierie. D'abord, en général, j'ai préparé un objet très simple. Ça c'est une poutre. Ouais. Une poutre, et je mets ça ici un peu plus clair, et aussi sans ligne peut-être, comme ça. Ouais. Avant, en 2017, vous avez seulement la possibilité de montrer des différentes couleurs par diamètre. Oui, comme ça, vous voyez ici, la barre ici, une certaine couleur, tous les barres ici. Alors, j'ai 3 couleurs, mais j'ai le nombre de positions plus grand. Alors, je retourne ici vers ingénierie. Armature, et je dis maintenant une légende peut-être. Légende, oui, associatif, ouais, ok. Une légende. Et vous voyez que j'ai différentes positions, mais beaucoup de barres de diamètre 10. Ouais, et je ne peux pas l'afficher ici. En 2008, maintenant, il y a une nouvelle fonction pour afficher la couleur des barres, dépendant pas des diamètres, mais de numéro de position. Ouais, j'ai fait OK, vous pouvez configurer ça avec affecter des couleurs. Et maintenant, vous allez voir en direct les différentes couleurs pour les positions. Je trouve ça très puissant, surtout si vous avez des ferrailles qui est complexe avec plusieurs couches l'un sur l'autre, et comme ça, en une seule vue ou œil, vous pouvez voir, un seul coup d'œil, vous pouvez voir en direct il y a des différentes positions parce qu'ils sont maintenant par couleur. Ouais. À côté de ça, vous avez la possibilité maintenant d'afficher des couleurs aussi dans les vues et les coupes et dans les annotations. Et ça c'est ici chez affichage, représentation à l'écran, et je vais mettre les lignes aussi un peu plus épaisses. Et j'ai dit maintenant armature colorée dans les vues en plan. Et les vues et les coupes, ferrage aussi. Et maintenant vous voyez en direct que j'ai les mêmes couleurs. Ouais. Aussi avec les palettes, ça existe déjà en 2017, mais vous voyez les différentes positions, mais maintenant les différentes positions aussi en couleur. Si vous ne voulez plus l'afficher, vous pouvez désactiver ça, mais ça peut être intéressant pour en direct voir les différentes couleurs pendant la modélisation. Mais si vous faites aussi des annotations, par exemple, je clique ici, et maintenant il y a une option, ça s'est mis dans les options, pour montrer la couleur aussi des barres dans le cercle. Ouais, comme ça, je clique ici, ça c'est maintenant en orange, ouais, l'autre sera en vert, comme ça. Oui, les différentes positions, couleurs, mais aussi vous voyez les couleurs ici, et aussi dans les annotations ici, une annotation simple de ça peut-être. Ouais. Ouais. Alors les annotations fonctionnent les mêmes, c'est juste que vous pouvez montrer la couleur des barres aussi dedans. Maintenant, du moment que vous avez placé les annotations, les couleurs sont fixes dans l'annotation. Oui, ça veut dire que vous pouvez reprendre la couleur d'une annotation et vous pouvez désactiver la couleur en plan, mais comme ça, vous voyez toujours la couleur ici qui correspond avec la couleur que vous avez ici dans l'animation. Oui. Si vous prenez l'affichage du diamètre,
les annotations, on va reprendre la couleur de l'animation pendant la création. Alors, c'est la couleur de la diamètre. Ouais. Ok. Encore une nouveauté du ferraillage. Est-ce que ça c'est ici ou je dois prendre un autre? La légende, oui. Je peux faire ça ici. Si j'ai fait un copie, ici ça c'est une légende associative ou qui fait le update automatique. Alors je prends seulement ça, pardon. Je prends ça, 1, 2, 3 copies. Et vous allez voir maintenant que, logiquement, ou quand c'était avant, la légende va toujours montrer le total. Je mets ça ici peut-être. Le total de tous les bars. Et ça c'est en 2018. Aussi toujours le cas pour les annotations ou pour les légendes qui sont automatiques. Mais vous avez une autre option maintenant pour faire une légende pas associative ou pas avec auto-update. Avant, ce que ça fait, ça c'est le même quand je fais ici tout. Ça c'est la même que j'ai ici dans la légende automatique. Je mets ça ici. Vous voyez que ça c'est toujours le même valeur. Ça c'est bon, oui. Mais il y a une autre possibilité maintenant. Si je désactive ça, je peux sélectionner seulement des répartitions. Et dans ce cas, la légende va seulement montrer les barres des répartitions qui sont sélectionnées. Alors ça veut dire que c'est plus sur la position, c'est maintenant sur la répartition. Comme ça, je peux prendre une légende de seulement ça, des deux poutres ici ou des autres éléments, et comme ça, c'est dépendant de la sélection. C'est pas seulement la position, que vous allez voir tout le nombre de barres d'une position, non. Ce sont de la position, toutes les répartitions que vous avez sélectionnées sont maintenant prises en compte dans la légende. Ouais. Ok. Ça c'est tout pour les généralités. C'est déjà 50 minutes. Ok, ça va prendre encore 30 minutes, je pense. Alors maintenant, le plus grand nouveauté, ça c'est une possibilité de faire des formes de barres variables qui sont dépendantes des axes quelconques, variables en courbure. Je veux vous dire au début, ou maintenant, c'est une fonction qui n'est pas inclue dans les licences standards. Ouais, ça veut dire ça n'existe pas dans 2017, c'est un complément aux nouvelles fonctions qui n'existe pas avant. Il est mis dans des packages plus spéciaux. Peut-être vous allez attendre plus tard les détails de ça. Mais ça, c'est la fonction ici. Vous connaissez peut-être cette fonction pour faire l'extrusion des barres selon un axe, comme vous avez extrusion en 3D. Maintenant, vous avez cette fonction ici. En anglais, ça s'appelle sweep bar long pot. En français, c'est balayage de trajectoire des barres, je pense. Et c'est comme vous avez le sweep dans le modélisation 3D, vous avez maintenant aussi le sweep pour le ferraillage. Mais c'est une fonction, c'est très puissant. Parce que vous avez une répartition que vous pouvez faire avec multiples barres en même temps, transversal et longitudinal, avec des axes quelconques, et les barres vont suivre les axes qui sont liés, ou vous pouvez lier des barres avec des axes. Et les formes de barres vont suivre les axes. Comme ça, vous pouvez voir quelque chose qui est complètement variable, mais toujours paramétrique. Alors, je vous montre peut-être des exemples et après je vais vous montrer des vraies applications. Alors ici, pour comprendre, je pense que vous avez déjà utilisé les anciennes fonctions, répartition, oui, je peux pas faire ça ici, oui, j'ai un exemple, répartition spéciale, je clique ici et avant, la seule possibilité que vous avez pour avoir quelque chose variable en plusieurs directions de forme de barre, c'est avec cette fonction ici, répartition polygonale quelconque, qui est puissante, mais ça prend beaucoup de temps, surtout si vous avez une route en courbe. Si vous avez quelque chose qui est droite, vous pouvez faire ça en segment, mais si vous avez quelque chose qui est en courbe ou quelconque, ça c'est très difficile parce que vous devez toujours placer des barre 1, barre 2 à la fin, et oui, ça prend beaucoup de temps. Maintenant, cette fonction sera remplacée.
il existe toujours, mais avec ce fonction ici, avec la fonction SweBar LongPath. Alors je prends cette fonction, vous avez une palette avec des propriétés comme vous avez dans l'extruder les barres. Je clique ici, simplement dans une barre. Alors c'est qu'est-ce que vous avez besoin? Vous devez dessiner une barre dans une coupe. Dépendant de ce que vous voulez faire, vous pouvez plusieurs coupes, bien sûr, mais c'est une seule barre que vous ne devez pas répartir. Alors ça veut dire que vous pouvez dessiner plusieurs barres dans une coupe et répartir en une seule opération. Alors je clique la barre, ok. Et maintenant, c'est quoi que j'ai besoin? Je peux encore prendre plusieurs barres dans une autre coupe. Oui. J'ai fait Escape et maintenant ça c'est sélectionner la trajectoire. Je clique ici sur un arrêt de forme ou sur un objet spline 3D, il n'y a pas d'importance. Oui, je clique ici, spline, je fais Escape. Et maintenant, dépendant des paramètres que j'ai mis ici, j'ai quelque chose qui est variable. Oui, vous voyez ici un certain, s'appelle échelonnement, j'ai dit ça sur 0. Comme ça, vous avez des barres variables sans échelonnement. Vous avez des différentes possibilités ici. Dépendant de ce que vous faites, vous avez un effet visible en direct. Oui, ça veut dire que je peux modifier certaines choses et j'ai l'aperçu en direct. Alors, ce que ça fait ici, c'est où la barre va suivre avec la distance ici les deux arêtes, ou quand je fais interpolation, la distance sera aussi interpolée entre les deux. Comme ça, vous avez une forme de barre différente. Oui. Vous pouvez faire beaucoup de différentes combinaisons. Je vais montrer différents exemples. Mais dépendant de ce que vous avez ici, vous pouvez avoir un effet qui est déjà différent. Encore, si j'ai fait quelque chose, je fais Escape, je peux toujours retourner, c'est comme le ferrage de l'extrusion, propriété, ballage de trajectoire, et maintenant j'ai toujours la possibilité de modifier ça. Oui, alors ça fonctionne très bien. Vous avez toujours une répartition de plusieurs barres, ou d'une barre qui est que vous pouvez modifier par les propriétés. Ouais, ça c'est un. Je vois il y a encore plusieurs participants maintenant. Oui, des autres questions? Non, ok. Alors, le prochain, ça c'est presque la même, et c'est maintenant variable en deux différentes directions. Oui, vous avez ici une barre, à nouveau le sweep, path, sweep bar, je clique sur la barre, et je prends maintenant plusieurs axes ou chemins. Ouais. Alors d'abord Escape, prochain, je prends 1, 2, c'est comme je veux, ou comme vous voulez, oui, je clique sur plusieurs, vous avez que j'ai sélectionné 4, vous pouvez prendre 20 ou c'est comme vous voulez. C'est toujours un parti de la barre qui va suivre l'axe qui est le plus proche. Alors, ce coin va suivre l'axe ici, ce coin l'axe ici, et l'autre, ça dépend des options, oui, s'il va essayer de connecter avec ça, si ils sont liés à des autres, c'est toujours un axe et un point. Ça veut dire si vous avez encore un segment d'une forme qui doit être lié ou qui doit être variable différemment, vous avez besoin peut-être d'un autre axe. Ouais. Alors je fais Escape. Et maintenant vous voyez que ce forme de barre, dépendant des options, et maintenant ça suit ici une certaine forme mais interpolée entre les deux, et ici en haut ça suit la direction ici, mais ça c'est aussi variable dans différents sens. Oui, comme ça vous avez des barres qui sont tout variables. Dépendant des options, vous avez un effet qui est différent. Ouais, maintenant ça c'est la distance qui sera toujours pris. Quand je fais interpolation, ça c'est la distance entre les deux points qui sera interpolée. À nouveau, oui, vous avez plusieurs options, dépendant de ce que vous faites, il y a un certain effet. Ouais. Ok, ça c'est aussi assez pour l'exemple ici. Est-ce que je vais vous montrer encore un autre? Oui, ça. Alors, une autre application, ça c'est pas quelque chose en courbe, mais ça c'est une répartition en éventail. Et maintenant j'ai différentes sections, section 1, 2, 3, et j'ai dessiné la forme de barre. Pourquoi? Parce qu'avec les vues et les coupes, je peux forcer l'orientation des barres. Ouais, alors je prends la fonction, j'ai dit ici, je veux répartir maintenant plusieurs. Ouais, comme ça, dans la section 1, je fais clic droit. Maintenant, quelle barre dans coupe 2? Ouais,
Je sélectionne simplement comme ça. Ouais. Maintenant, les 4 sections sont faites. Je fais Escape pour l'axe et je peux dire que la longueur sera calculée selon un axe virtuel. C'est pas utilisé pour la forme de barre, c'est juste pour l'emplacement. Oui, alors je prends 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je fais Escape. Et maintenant, vous avez quelque chose comme ça. Ici, l'orientation est définie par coupe 1 et il y a un échange de direction et éventail entre 1 et 2. Et 2 et 3, c'est fixe, et 3 vers 4. Avant, vous devez faire ça, c'était possible, mais en 3 différentes répartitions. Maintenant, vous pouvez faire ça en une seule répartition. À nouveau, dépendant de ce que vous faites ici, parfois ça a un effet, parfois ça a moins d'effet parce que tout est fixe par les axes. Il n'y a pas d'interpolation parce que les distances, etc. sont les mêmes. Oui. Vous avez aussi des possibilités pour les barres longitudinales, mais je vais vous montrer ça plus tard. Vous avez aussi l'option d'espacement des différentes zones, comme vous avez dans le Extrude Bars Along Path. Ok. Ouais. Maintenant, je ne vais plus montrer ça. Et oui, encore une application. Ça, c'est déjà une application. Je vous montre maintenant. J'ai ici un modèle d'un pont avec les différents segments. Ouais, je vais montrer animation, oui, avec des différents segments, je vais faire une seule section. Ouais, comme ça, peut-être. Oui, alors c'est quel segment? C'est un segment ici. Je vais désactiver peut-être le modèle ici. C'est ce segment, mais il est variable. Oui, il est variable parce que le mur, je pense que le mur entre les deux sections est un peu plus fin. Oui, vous voyez la différence ici, section 1, section 2. Et je vais maintenant faire la répartition, sweep, et je sélectionne tous les barres. Comme ça, vous pouvez dessiner dans une coupe, comme vous dessinez en 2D. De ferrage en 2D, je sélectionne ici coupe 1, je sélectionne coupe 2. Alors, ce sont plusieurs répartitions, plusieurs barres. Et il va c'est par numéro de position, il va connecter barre 6, le forme, avec ce forme ici. Oui, si vous avez la même position, la forme n'est pas variable. Si vous avez une différente position, il va utiliser 1 et 2. Ouais. Alors, je clique maintenant simplement sur un axe qui est fait ici. Pourquoi est-ce que j'ai pas besoin de plusieurs axes? Parce que les formes sont faites ici. Ouais. Alors, est-ce que c'est bon ce que j'ai dit? Les formes sont définies par la forme de barre. C'est juste la ligne pour la direction, oui, qui doit être prise. Je fais Escape, je clique ici la ligne, et maintenant je fais Escape, et maintenant formes de barres seront créées, vous voyez ici, dépendant de distance, oui, dépendant de les options, mais je ne peux pas modifier les options parce qu'il y a une seule axe. Oui, alors comme ça j'ai plusieurs formes de barres et maintenant quand je regarde ici dans le modèle, oui, vous voyez bien que les barres sont dedans, oui, et avec la légende associative hein, ou auto-update, oui, je mets la légende ici, vous voyez quelques barres qui sont maintenant variables, le 5 et le 6 sont variables et je peux toujours montrer le schéma global de 5 par exemple, et comme ça vous voyez que maintenant le 5 est de plus fin vers une distance un peu plus grand. Oui, ça c'est la différence ici du mur, qu'au début c'est un peu plus fin et à la fin l'épaisseur est différente. Oui. Ok. Maintenant, je vais montrer des applications un peu plus avancées peut-être, mais des vraies applications sur des exemples. Oui. Alors ici, ça c'est un exemple d'un pont et peut-être aussi sur la visualisation, je vais parler plus tard aussi de ça. Maintenant, ça c'est en animation avec des textures, ça c'est comme vous pouvez faire ça en 2017. Mais il y a des options et je vais expliquer plus tard. Quand je fais ça, peut-être, j'ai oublié lequel. Oui, maintenant, vous ne voyez plus les lignes, mais vous avez des différentes nuances des ombres ici aux lignes. Vous voyez ici que c'est beaucoup plus foncé. C'est presque réaliste ou c'est pas photoréaliste, mais aussi quand je regarde dedans, vous voyez que ça c'est plus foncé. Ouais.
quand je fais une rotation, vous voyez que ça devient plus foncé, et comme ça vous avez des nuances pour avoir un affichage assez réaliste, mais c'est la fenêtre d'animation. Ouais, alors je vous montre plus tard. Je vais afficher ici peut-être une autre... comme ça, vous voyez les différents objets. Alors ça, c'est le pont, le culé de pont que j'ai montré avant, ouais, que j'ai dessiné ici avec le shell. Maintenant, ce que je veux montrer, ça c'est le ferraillage, comme ça. Transversal d'abord, peut-être. Oui. Alors j'ai ici plusieurs coupes. C'est comme avant. Une coupe, deux coupes, trois coupes. Et maintenant, je fais ça avec peut-être une seule barre. Oui. Je prends ici ce barre ici, ou la barre ici. 1, 2, 3, escape. Et maintenant, j'ai besoin des axes. Et les axes se trouvent ici. Oui, vous devez cliquer sur les axes. Oui, alors ça c'est peut-être, est-ce que j'ai besoin d'un autre? Oui, maintenant j'ai oublié de désactiver le modèle. Alors c'est ça que je vais faire ici. Par exemple, je ne veux plus voir ça. Comme ça j'ai les axes, ça c'est peut-être mieux. Et par le modèle 3D. Ouais, comme ça je vois les axes, ça c'est un peu plus clair. À nouveau, je clique ici sur la barre 1, 2, 3. Ouais, trajectoire 1, et je peux utiliser un certain axe en plus pour la distance et l'orientation des barres. Oui, je dis rotation, comme ça elles sont toujours perpendiculaires à l'axe. Et maintenant, pour ça ici que j'ai besoin, ça c'est... oui, pardon. Ce que j'ai fait, ça c'est maintenant Escape. Vous voyez que ça fait déjà quelque chose, mais c'est pas que je veux faire parce que j'ai besoin de plusieurs axes. Pardon, encore une fois. 1, 2, d'abord coupe 1, ça c'est important. 1, 2, 3, comme ça ils sont fixes. Vous voyez que les hauteurs est différent, l'orientation est différente. Maintenant escape pour l'axe, ça c'est d'abord l'axe, dans ce cas ici, noir. Et maintenant je prends les autres, ça c'est 1, 2, 3, 4. Ce sont les axes du forme qui contrôlent ce forme de barre. Ouais, je fais escape. Et maintenant ça sera calculé. Je vais dire ici tous les 2 mètres, sinon nous ne voyons rien. Et si vous voyez que ça suit bien les différentes hauteurs, oui, mais aussi les différentes orientations. Oui, ici ça c'est presque droite, oui, ici presque droite, et ici ça c'est un peu plus, l'angle est plus grand. Oui, vous voyez qu'ici ça c'est une barre verticale qui suit vraiment bien. Vous voyez ici que c'est plus, ici c'est le plus fin, et ici c'est plus épaisse. Ouais. Ok, ça c'est un. Mais si vous devez faire ça, sans ce fonction, ça prend des heures pour faire ça. Maintenant, je vais essayer de faire longitudinal. Comme ça, je peux vous montrer encore quelque chose un peu différent. Alors, j'active ici à nouveau, désactiver les différentes parties. Ouais. Maintenant, je fais ce fonction et ici, j'ai besoin d'une seule coupe parce que ce sont des axes qui vont définir la forme, ouais, longitudinale. Je fais escape. Ce sont lesquels? C'est, je pense ici que ça c'est le 1, 2. Ouais, je fais maintenant. Vous voyez ici il y a 2 groupes. Ouais, je fais escape. Et maintenant les barres sont créées aussi barres longitudinales qui suit les différents axes. Et maintenant je veux vous montrer quelque chose dépendant des fonctions. Alors quand je prends ici interpolation, et je ne veux pas utiliser l'interpolation, vous voyez ici passe quelque chose de spécial. Et ça, c'est parce qu'il y a une définition des 3 barres ici, ou 2 barres qui sont le plus proches vers ce point, vers l'axe ici, et les 3 autres sont plus proches d'ici. Comme ça, quand je n'utilise pas interpolation, la distance est fixe. Ouais. Quand je fais interpolation, la distance va modifier entre des barres. Au début, ça c'est une certaine distance et ça va suivre la distance entre les axes.
Oui, dans ce cas ici, c'est ce que j'ai besoin. Et je peux aussi dire peut-être à la fin ici que je veux certains un groupe 2. Vous voyez que j'ai deux groupes, ouais, parce que j'ai les dessiné en deux numéros de position. Et je fais ici à la fin peut-être, je veux que ça c'est une différent. Pardon, j'ai cliqué deux fois. J'ai ici une différent, je sais pas, ancrage ou ouais. Comme ça, je peux définir, il y a des barres qui, avec une certaine longueur, qui sont plus loin que de la forme du béton. Oui, j'active à nouveau tous les objets, ouais, comme ça. Ici, vous voyez que maintenant, il dépasse le modèle parce que c'est ce que j'ai défini ici qui doit être un peu plus loin. Ouais. OK. Un seul exemple. Ça, c'est maintenant, oui, dans un autre projet. J'ai deux autres, mais je vais faire une seule, je pense. Je pense que c'est déjà clair ou assez, mais ça c'est aussi le pont qui est utilisé dans le nouveau film le nouveau film ici de Engineering Civil. Est-ce que c'est ça ici? Oui, vous devez voir ce film ici. C'est ce pont. Et oui, vous avez beaucoup de câbles précontraintes. Ils sont créés avec les fonctions que j'ai vous montré. Et aussi, il y a des parties de ferraillage. Mais je laisse à vous de regarder comme vous voulez. Maintenant, en plan, c'est ce pont ici. Ouais, vous voyez ce pont, ça c'est, je pense que c'est presque 400 mètres de longueur. Ça veut dire que ça c'est aussi très haut. Et je vais afficher en une seule opération comment le radier peut être ferraillé, mais vous voyez ici il y a certaines courbes, il y a un certain échange d'épaisseur de la dalle. Ouais, c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Alors, je désactive tout et je laisse seulement les axes. Et vous voyez aussi quand je mets ça, j'ai ici une axe horizontale, ça c'est à nouveau pour avoir des barres perpendiculaires, ça veut dire des barres verticales. Ouais. Alors j'ai des coupes, ouais, et je vais montrer ça avec une seule barre. Plusieurs, ça c'est bien possible, ou je vais prendre deux, mais je dois cliquer sur plusieurs lignes. Alors, quelles sont les barres que je veux utiliser dans la coupe ici? 1, 2, et peut-être la barre qui est ici. Ouais, comme ça. Est-ce que je peux prendre encore un autre? Oui, peut-être la barre ici. Ouais. Je continue dans une seule section. Oui, j'ai fait Escape. Et maintenant, j'ai besoin à nouveau des splines. Je veux que la rotation ait pris la première axe et aussi l'axe de la répartition. Et maintenant, je dois cliquer sur plusieurs parce que j'ai ici l'ancrage qui est défini par les lignes bleues. Alors, c'est 1, 2, 3, 4. L'autre côté la même. 1, 2, 3, 4. Alors, le plus difficile, ça c'est de sélectionner les bons axes ou cliquer sur les bonnes lignes. Ouais, comme ça. Encore la dernière. Ouais, j'espère que j'ai bien cliqué. Non, j'ai pas bien cliqué parce que j'ai oublié de faire Shift. Vous voyez que j'ai juste fait une petite partie. Oui, ce n'est pas grave parce que j'ai déjà tous les variables ici dedans. Alors, vous voyez que ça suit le bon hauteur. Ouais. Ça, le bar, ils sont variables. Et aussi, il y a une différence entre le bar le plus bas et alors vous voyez ça ici, peut-être c'est plus facile à montrer ça ici. Il y a une certaine épaisseur du radier ici en bas et vous voyez la distance ici entre les deux qu'au début ça c'est beaucoup plus moins que vous avez ici. Oui, alors comme ça vous pouvez dessiner quelque chose et ça va suivre automatiquement les axes. Alors je vais ça encore une fois mais pas avec tous les barres, comme ça je peux vous montrer pour tous les axes. Alors je dis une seule barre, ok, escape, je prends à nouveau les axes, ça c'est 1, et maintenant vous pouvez regarder ici si tous ils sont bien sélectionnés, 1, 2, 3, 4, et ici il y a un qui n'est pas complet, vous voyez où il arrête, alors je fais avec Shift pour le prendre l'axe complet, ok, comme ça vous pouvez aussi prendre plusieurs axes avec le même groupe number, ou ouais, je fais Escape maintenant, et maintenant c'est mis selon, c'est 400 mètres, ouais. Alors vous voyez ici que
ça prend bien, je vais dire tout 1 par exemple, et ça sera recalculé pour tous les 400 mètres. Vous voyez maintenant que ça c'est tous les mètres, oui. Et quand vous regardez bien, c'est aussi l'orientation des ancrages qui va tourner, parce qu'ici, au début de la pont, ça c'est 5% dans cette direction. À la fin du pont, la courbe est l'autre direction, ça c'est 5 degrés dans l'autre direction. Ouais. Ok. Alors je pense que ça c'est assez. Sur cette fonction, c'est bien puissante. Vous devez trouver une application, mais c'est bien puissante. C'est pas seulement pour le génie civil, mais oui, c'est surtout sur le génie civil. Mais si vous avez des objets, des radiers, des murs, etc., qui sont assez complexes, avant il n'y a pas de possibilité, ou peut-être seulement un mur qui a une différence d'auteur en courbe. Il n'était pas une fonction pour faire ça. Maintenant, avec cette fonction ici, vous pouvez faire ça facilement. Ok, je vais retourner dans le projet webinar. Ouais, ok. Oui, j'ai prévu aussi que c'était fini maintenant. Le plus important que j'ai dit, mais ça, j'ai fait un recording et comme ça c'est disponible plus tard. Ok. Maintenant, la prochaine partie, ce sont des Python parts. Alors, avant, c'est quoi les Python parts? Vous connaissez peut-être les smart parts. Les Python parts, ce sont des objets paramétriques comme des smart parts, mais beaucoup plus puissantes, beaucoup plus flexibles, et c'est un vrai programmeur qui connaît Python ou Python, par exemple, qui peut créer ça. Alors, ça veut dire, c'est des étudiants à l'école qui font des courses de Python. Ils peuvent aussi créer des objets pour Oplan comme ça. Ça c'est complètement ouvert, ça c'est une approche un peu différente. Le smart part, ça c'est fermé mais intégré en Oplan. Comme ça, je ne suis pas un programmeur, mais je peux créer des smart parts. Mais il y a certaines limites. Oui, c'est pour ça ils ont des Python parts, ça c'est complètement ouvert, mais vous avez besoin d'un peu de expérience pour faire de programmation. Ça c'était le cas aussi en 2018, 2017, 1. Mais maintenant, en 2018, ils ont fait quelque chose pour vous aider dans l'utilisation et aussi dans la création de Python. Alors, dans la bibliothèque, vous avez Python part, vous avez des Python part architecture, ingénierie. Par exemple, je prends ici une forme un groupe de barres. Ils sont comme les anciens éléments de construction. Oui, vous connaissez les éléments de construction, vous pouvez toujours les utiliser, mais ils ne sont pas paramétriques. Parfois, c'est bien utile, mais parfois vous voulez quelque chose de paramétrique. Et ils sont aussi fixes. Alors, c'est pour ça qu'ils ont maintenant créé certaines, et c'est que je vais vous montrer après, quelque chose pour vous, pour créer des parts comme ça, sans nécessiter de programmer quelque chose. Alors je fais un double clic, et quel est l'avantage des objets de Python? Il peut réagir sur les objets, mais aussi il peut réagir en 3D et en 2D, et on a vu des coupes. Alors je fais quelque chose par exemple ici, ouais, comme ça, je le place et j'ai toujours certains grips disponibles. Alors ça c'est un très grand avantage concernant les anciens FormFinder Group. Et si je suis prêt, je peux toujours le modifier comme un Python part. Je fais un double clic dessus, je peux le toujours modifier. Tout ce que je veux modifier, je peux toujours modifier. Ouais, alors ça c'est quelque chose qui est très puissant et aussi très facile à utiliser, parce que vous pouvez utiliser ça comme avant dans les vues associatives, mais aussi en direct dans le modèle 3D. Ouais. Autre application, ça c'est maintenant qu'on appelle le Python Part Editor. Et ça c'est pour vous quelque chose qui est intégré ici dedans. Ce sont des blocs. Ce sont des blocs de Python, comme vous voyez ici, des exemples, et vous pouvez les combiner en une seule Python part comme vous avez besoin. Une poutre, une colonne, fondation, n'importe. Je vous montre ça maintenant. Alors, éditeur PP, ça c'est l'outil. Ouais. Ça commence toujours avec un certain point de référence. Pas d'importance, je clique ici. Ça c'est le premier point. Et maintenant, je peux définir c'est quel type. C'est un poteau, poutre,
pas d'importance. Alors je prends un poteau peut-être comme objet de base. Oui, je peux modifier certains paramètres. Je fais fermer. Ça c'est élément 1. Le prochain, je prends peut-être une fondation avec certains paramètres. Ouais, je vais fermer, ok, pas d'importance. Et je veux encore un poteau qui est mis dessus. Oui. Certaines profondeurs, 2, certaines largeurs, 3 par exemple, certaines hauteurs, 1. Comme ça, vous voyez, j'ai un petit objet ici, dedans. Ouais, je peux faire fermer. Ouais. Prochaine étape, je veux faire un évidement. Ouais, pas d'importance peut-être, mais c'est juste pour vous montrer où est-ce que ça se trouve. Ça se trouve ici, je veux dire ici, ça c'est moins 0.5. Est-ce que ça c'est bon? Non, c'est moins 0.2 par exemple. Comme ça, l'évidement sera créé ici. Et l'auteur en Z, ça c'est peut-être 2 mètres. Ouais, comme ça, vous voyez, ça s'est déplacé et j'ai un objet ici que je peux modifier après. Ouais, alors je vais fermer. Ok, maintenant je peux le sauvegarder. Le sauvegarder, ça c'est un fichier que je peux enregistrer quelque part. Et ça c'est les paramètres de l'objet paramétrique que j'ai fait ici. Alors, pas de programmation, c'est juste enregistrement d'un fichier. Il y a aussi un lien avec XML disponible. Comme ça, vous pouvez créer un lien avec Excel. Par XML, des paramètres peuvent être lus dans un Python port. Fermé, alors ça c'est le Python port. Maintenant, je vais prendre encore un fichier. Si je prends maintenant, je veux utiliser ce que j'ai créé, j'utilise le interprète. Alors les deux sont, ça c'est pour la création, ça c'est pour l'utilisation. Je fais un double clic ici, je prends maintenant ce que j'ai créé ici, je fais open, et maintenant je peux mettre ça, vous voyez, ça c'est le Python port. Ouais. Ce que j'ai créé, je peux faire un double clic dessus, et maintenant j'ai accès à tous les paramètres. Et vous avez aussi certains onglets. Et si je clique sur le bouton rouge, je suis maintenant dans l'objet ici et je peux modifier ce parti. Ouais. Alors quand je clique ici, je peux modifier les paramètres ici. Vous voyez les différents comment s'appelle valeurs ou champs. Je clique ici, maintenant je peux dire l'auteur, ça c'est 2. Ouais. Je clique ici, maintenant je peux modifier une autre hauteur de la poutre ici. Oui, alors je dis ici, ça doit être 5 peut-être. Vous voyez que l'autre va suivre parce qu'il y a une certaine connexion entre les objets. La même chose ici, je peux dire que je veux maintenant que l'auteur, je fais encore un double clic, de l'évidement est différent. Ouais, je peux faire avec un grip comme ça. Ouais. Position peut être différente. Et maintenant, vous voyez que j'ai modifié ça. Alors ça, c'est tout paramétrique. Des poutres, des fondations, comme ça, vous avez des blocs pour créer vous-même certains objets. Alors, je pense que tout qui est créé ici, c'est fait avec ce Python Port Editor. Et vous pouvez aussi donner, oui, ça c'est pas encore dit, vous pouvez mettre du ferrage dedans. Ouais. Alors, quand je fais un double clic ici, je suis pas sûr avec l'évidement, vous pouvez dire, je veux aussi gérer l'armature. Ouais, comme ça, vous voyez dans la base, je peux gérer l'armature et après je peux faire je peux décomposer l'objet. Comme ça, j'ai la fermeture que je peux toujours modifier comme des fermetures, comme des armatures. Maintenant, c'est tout paramétrique. Oui. Du moment que je le coche, vous voyez que j'ai des possibilités de modifier l'armature. Ouais, alors, vous devez rien faire, c'est juste des blocs que vous pouvez créer. Oui, vous voyez avec l'évidement, vous voyez l'évidement, mais c'est pas inclus dans le ferrage dans le cas ici. Alors l'autre objet aussi, je fais un double clic, il y a des ferrages dedans, je peux le désactiver si je ne veux pas faire, et je peux aussi cliquer sur un objet ici, peut-être pour modifier les différents paramètres. Alors c'est très intuitif, c'est très simple, ça fonctionne bon, et maintenant à votre disposition vous avez un outil pour la création des objets paramétriques. Ouais. Ok. Je suis maintenant presque là. Oui. Deux parties visualisation et vue et coupe dans des autres projets. Ça c'est la visualisation. Ça c'est le projet Quick Start que j'ai mis en 2018. Alors d'abord je parle un peu de la visualisation. Ça c'est la fenêtre d'animation. Et ça c'est comme c'est en 2017, je pense. Ouais. Alors, quelles sont les nouvelles possibilités ici? Je fais animation.
Pour eux qui n'étaient pas au début, vous pouvez mettre des questions dans le chat ou dans la fenêtre des questions. Comme ça, je peux voir ça et je peux répondre à votre question. Ouais. Ok. Alors, quelle est la différence? Ça, c'est comme vous avez l'animation. Quand je décoche l'arête, vous ne voyez presque pas de profondeur. Vous voyez ici, ça c'est un mur avec la même couleur. Ici, je vois quelque chose de différent, aussi un trou dedans, mais je ne vois pas où s'arrête. Ouais. Quand j'active les arêtes, vous voyez bien, il y a certains edges. Maintenant, ils ont inclus le Ambient Occlusion. Ça c'est un système pour calcul des ombres sans lumière. Ça c'est par rapport des arêtes entre deux surfaces. Ouais, je fais Ambient Occlusion. Et maintenant, vous voyez en direct, c'est ça que j'ai montré aussi avec le pont, des nuances, des ombres qui sont foncées. C'est comme vous avez en réalité quelque chose dans un coin est plus foncé que, parce que il y a plus de lumière, il y a moins de lumière dans les coins. Alors ici, vous voyez la différence. Ouais, je les désactive. Vous voyez, ça c'est plate. Ouais, maintenant, vous avez des nuances. Ouais, vous voyez ça aussi sur les chaises. Comme ça, vous voyez des couleurs dépendant de direction de lumière, mais quand je le désactive, quand j'active, vous voyez aussi les parties sont plus foncées. Oui, ça c'est un effet subtil, mais c'est assez important pour le réalisme d'une image. Vous pouvez aussi modifier la qualité, l'intensité et aussi la distance. Quand je change, l'effet est plus important. Ouais, vous pouvez jouer avec ça. Ok. En plus de ça, vous avez aussi, et c'est quelque chose que j'ai mis ici, les surfaces sont maintenant en animation, en direct, prend certains paramètres. Comme ça, c'est du glace vert sable ou lait, je ne sais pas comment on s'appelle. Alors si je fais un déplacement de ça, je regarde ici, ça c'est une surface que j'ai créée. Je déplace, je mets ça ici par exemple. Comme ça, vous voyez en direct la différence. Oui, comme ça, vous pouvez mettre des verres spéciaux et ça c'est visible en animation. Comme ça, vous avez presque plus besoin, vous pouvez toujours utiliser ça le real-time renderer, mais ce que vous avez en animation, ça c'est déjà assez avancé que vous pouvez avoir les ambient occlusion, les surfaces pas seulement transparence spéciale, mais aussi les réflexions transparentes, comme du verre avec une certaine couleur, avec du lac sur un parquet, des lacs des voitures, etc. Je ne suis pas sûr que ça c'est lac en français, ça c'est vernis en flamand. Mais comme ça, vous avez déjà en animation beaucoup plus de détails. Réalisme, c'est comme vous avez fait, c'est déjà mieux qu'une image rendue il y a 3 ans, en 2015 je pense, ou 2014, l'image rendue était moins bonne que ça. Alors maintenant, ça c'est en temps réel que vous avez ça disponible dans l'animation dépendant de la puissance de la carte graphique. Ok, ça c'est un. Maintenant, pour le nouveau système de vue et coupe, c'est pas pour les vues d'ingénierie. Ouais. Dans l'ingénierie, vous avez toujours les anciens vues associatives ou vues et coupes qui fonctionnent toujours bien et que vous avez toujours besoin pour le ferrage. Mais pour les vues générales, aussi pour l'ingénieur, mais les vues et les coupes générales, vous avez de nouvelles fonctions qui pas vraiment nouveaux, mais qui sont maintenant un peu différents et aussi plus puissantes. Parce que le plus grand différence était qu'avec une vue associative, j'ai toujours accès aux objets. Ouais, alors je clique sur quelques objets, je fais une vue associative, et maintenant j'ai toujours accès aux objets. Je vois que ça c'est une dalle. Ouais, je peux modifier la dalle, etc. Ouais. Et avant, c'était pas possible avec les vues, les coupes. Ils sont vraiment fixes. C'est une ligne 2D ou un affichage avec auto-update, oui, mais j'ai pas plus accès aux objets. Et c'est ça qui est maintenant implémenté dans les vues architecture, oui, les vues générales. Vous avez les vues et les coupes. Quelle est la différence? Je prends vue et avant, peut-être vous vous souvenez, vous devez toujours faire ça d'ici. Actualiser les vues ou créer des vues, etc., des coupes. Et maintenant, c'est en direct. C'est comme les vues associatives. Alors, l'utilisation est beaucoup plus simple. Je fais une vue.
Ouais, je sélectionne, il n'y a pas de sélection, oui, je peux dire, ça c'est une vue comme ça, je désactive certaines propriétés de format, je veux pas voir les bords masqués, ok, et je veux voir des lignes simples, comme ça. Ouais, ça c'est la vue, ouais. Je peux toujours modifier avec un double clic, alors pas un clic droit, comme ça je peux dire ça doit être une vue d'une différente orientation. Oui, vous pouvez faire comme ça existe déjà en 2016, mais maintenant quelle est la différence? C'est l'objet, ce que je vois. Ouais. Alors je prends une copie de ça. Je peux créer bien sûr un autre, mais je prends une copie maintenant. Et quelle est la différence? Ici, je vais dire que le copie, il n'y a pas de auto-update. Mettre à jour automatiquement, automatique, non. Vous voyez les deux traits. Et maintenant, quand je mets ma souris dessus, vous voyez des lignes. C'est du 2D. Ouais. Ici, quand je mets ma souris dessus, vous voyez toujours c'est quel type d'objet. Je peux le sélectionner ici dedans. Faire attention, n'utilise pas ça pour le déplacer parce que je peux le déplacer, mais seulement dans ce sens du modèle. Ouais. Ça veut dire que quand je bouge à gauche, ça va bouger ici à gauche. Quand je fais ça, l'autre distance, ça c'est dans le modèle. Mais, plus important peut-être, je fais un double clic sur l'objet et je peux maintenant dire, ok, l'auteur doit être un peu plus haut. Ouais, non, ça c'est, je suis en mètres, ouais, 3 mètres. Ok, ok. Et maintenant, vous voyez que j'ai modifié ça dans le modèle. Oui, mais j'ai fait ça dans une vue ou dans une coupe. Et ça c'est aussi modifié. Ah non, ça c'est pas modifié ici parce qu'il n'y a pas de mise à jour dans la vue. Alors, ouais. Euh, comme ça, vous voyez qu'il y a des vues aussi qui ne mettent pas à jour. Alors ici, ils ont le auto-update est actif. Je fais la même chose, je fais un double clic dans la vue ici. Je modifie à nouveau l'auteur et je dis ça doit être 1 par exemple. Ok, je fais ça dans une vue. Dans les autres qui sont aussi auto-update et dans le modèle, ça c'est à nouveau, ça c'est mettre à jour automatiquement. Alors c'est comme des vues associatives, mais c'est pas pour le ferrage. Pour les coupes, le même principe, mais pour les coupes, vous voyez aussi parfois quelque chose comme ça pour vous aider. J'ai possibilité de faire ça étendu avec différentes vues de direction que la coupe. Simple, oui, horizontal, vertical. Et à une seule opération, je peux dessiner le volume de la coupe, comme ça, la ligne, escape, ouais, comme ça. Et je peux le placer aussi. Alors, avant, vous devez toujours dessiner d'abord ligne de coupe, mettre ça actif, mettre avec le clic droit dans la structure bâtiment la coupe, et c'est, oui, c'est un peu, la procédure est un peu loin, ou le processus est un peu loin, ou long, ouais. Et maintenant, ça c'est en direct. Oui, vous sélectionnez la fonction, vous faites la coupe, et en direct c'est visible. Ouais. Et maintenant, du moment que j'ai la coupe, je peux toujours dessiner une nouvelle coupe ou reprendre une coupe qui existe déjà. Quand je fais Escape, je peux reprendre une coupe qui existe déjà. Ouais. Et le même possibilité, j'ai ici une mur, je peux le cliquer, vous voyez ici dans le modèle le mur qui est activé, ouais, vous voyez ça bien ici, ça c'est activé. Un autre mur comme ça, je peux cliquer ici et ça c'est activé. Ouais, différents objets et je peux modifier. Comme ça, vous pouvez travailler dans les vues et les coupes et voir le changement dans le modèle ou l'inverse. Oui, mais comme ça, c'est très interactif. Je peux faire ce que je veux avec dans la coupe et aussi pour les annotations. Vous avez des nouveaux annotations dans les vues associées, dans les vues ici. Ça, c'est une nouvelle palette. Vous pouvez faire des annotations comme avant, mais c'est maintenant un peu plus moderne ou bien intégré dans une palette. Et comme ça, vous pouvez aussi annoter des objets dans les vues et les coupes. Vraiment des objets, ça c'est le désavantage des anciens vues architecture. Il n'y a plus un lien, pas pour la modélisation ni pour l'annotation. Ça c'est peut-être le plus important. Maintenant, vous pouvez faire ça pour les vues d'architecture aussi. Ouais, ok. Alors, nous sommes presque à la fin. Je vais regarder, ça c'est ça. Dans l'autre projet, nous avons deux grandes choses, mais grandes choses pas longues, mais ça c'est pour le haut plan cher et les nouveautés des attributs en BIM+. Mais d'abord, je vais vous montrer peut-être des petites choses générales pour IFC. Quand vous faites importation, exportation, IFC, ils sont maintenant en collaboration et vous pouvez exporter des données IFC et ça c'est toujours maintenant l'IFC 4 qui sera pris.
Ouais. Si vous voulez utiliser l'ancien, c'est par exporter ici le 2 x3. Ouais. Aussi pendant l'exportation des fichiers IFC, est-ce qu'il y a d'importance, non? Vous avez la possibilité de prendre en compte l'offset d'un projet, oui ou non. Oui, ça c'est quelque chose qui peut être très important pour la position avec les coordonnées. Oui, en 2016, ça n'existe pas. En 2017, c'était automatique. Et maintenant, vous avez le choix. Ça c'est mieux. Ok. Des autres choses pour l'affichage, peut-être c'est petit, mais je vais vous montrer en tout cas. Est-ce que ça c'est mon exemple? Avant, quand je fais le filtre, maintenant vous voyez seulement les objets qui sont disponibles sur le calque. Avant vous avez la liste qui est très longue, et je dois toujours chercher, alors c'est quel type d'élément. Maintenant vous voyez seulement les objets qui sont disponibles dans le calque activé. Ça c'est petit, mais ça c'est assez ça c'est plus simple. Aussi dans les layers dans les palettes, dans la configuration des layers, vous avez une option pour dire seulement afficher les layers des objets en cours, mais aussi pour la définition de format. Ouais. Avant, vous avez toujours la liste qui est très longue. Maintenant, vous pouvez faire ça ici, c'est beaucoup plus facile pour le configurer. Ouais. Alors que ça, c'est tout. Vous devez regarder au document des nouveautés au plan 2018 pour trouver des autres choses. Encore, oui, ça c'est sur le share et sur le BIM+, ça c'est le dernier partie. La fenêtre ici pour l'ouverture des projets aussi modifiée. Vous avez la création de nouveaux projets, de derniers ouverts, etc. Mais ici, il y a une différence partagée, ça c'est le All Plan Share. C'est quoi le All Plan Share? Ça c'est comme le Workgroup, mais les données sont maintenant mises dans le cloud et c'est géré par All Plan. Peut-être quelqu'un connaît le workgroup en ligne avec un serveur FTP, mais c'est l'informaticien qui doit gérer et faire le gestionnaire du serveur FTP. C'est pas vite, ça prend du temps pour la configuration, etc. Pour ça, Allplan, ils ont dit que avec Allplan Share, c'est nous, ça veut dire Allplan, ils ont des serveurs disponibles. Et comme ça, vous pouvez partager un dossier dans le cloud avec des gens qui sont dans un autre bureau. Vous ne devez plus copier des dossiers. Vous pouvez simplement donner accès à quelqu'un avec BIM+. Ça, c'est le moteur de BIM+, qui fait la gestion des projets. Ouais. Ça, c'est une option qui n'est pas gratuite. Ouais. Ça, c'est une des options. Ça, c'est le share. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez acheter si vous avez besoin de ça. Ça peut être très intéressant pour des bureaux qui a parfois des collègues qui travaillent sur le chantier ou qui travaillent avec des architectes indépendants ensemble. Comme ça, il ne va pas donner des dossiers. C'est partagé par Allplan Share. Ouais. Quand je clique sur le Allplan Share, j'ai des différents teams et dans les teams, vous avez des projets. Moi, je peux les cliquer, mais je ne vais pas vous montrer. Vous devez d'abord vous connecter sur BIM+, mais c'est une option payante et comme ça vous avez, c'est par mois, par gigabyte, je pense. Alors ici, ça c'est moi, ça c'est le team et j'ai ici des projets. Et comme ça, vous pouvez partager des projets qui sont dans le cloud. Ils sont pas dans le plan. Au moment que je dessine quelque chose, les données sont copiées en local. Alors, ça veut dire que vous travaillez toujours en local, mais la synchronisation avec les serveurs et des autres utilisateurs qui sont à l'autre côté, dans un autre pays, autre ville, la synchronisation est faite automatique. Je connais des gens qui travaillent avec Dropbox, mais maintenant, ça s'est intégré. Il n'y a plus de problème. Vous pouvez travailler avec plusieurs gens ensemble dans le même projet. C'est comme le workgroup, mais dans le cloud, à distance. Hein? Ok. Maintenant, le dernier chose concernant les attributs. Quand je crée un nouveau projet ou dans un projet même, vous avez la possibilité de mettre des attributs ou dans le bureau, comme c'était toujours avant, ou dans le projet. Avant, vous avez aussi ce choix, mais le choix était seulement pour les attributs de layout, de mise en page, alors ça ne sert pas à grand chose, mais maintenant ce sont les attributs du projet. Alors pour eux qui travaillent avec plusieurs bureaux ensemble ou qui ont des attributs qui sont seulement liés à un projet, vous pouvez mettre les attributs en projet, comme ça le fichier XML qui est maintenant dans le bureau, dans le dossier STD sera mis dans le projet. Ouais.
peut-être je peux vous montrer vite maintenance explorateur Windows. Dans le STD, normalement, c'est ce dossier, dossier ici XML, qui ont de certains attributs par langue. Ouais. Et maintenant, j'ai ça aussi dans un projet. Dans ce projet maintenant, pas dans ce projet, le projet que j'ai ici ouvert, ça c'est quel projet? Ah oui, visualisation. Ici, vous avez un dossier XML. Ouais. Ce dossier maintenant, il n'y a pas encore des attributs, donc parce qu'il n'est pas encore les créés, mais dans ce dossier se trouvent tous les attributs qui sont liés à ce projet. Comme ça, vous pouvez très facilement échanger un projet avec des attributs à un autre bureau. Avant, vous devez copier aussi le fichier XML, c'est très difficile parce que vous pouvez avoir des attributs qui s'écrasent d'un bureau à un autre. Maintenant, ils sont liés au projet. Ouais. Et en plus de ça, vous pouvez faire un lien des attributs ou local ou vers BIM+. Et ça veut dire quoi? Que c'est pas vous en hors-plan qui va faire la gestion des attributs, c'est quelqu'un, le BIM manager comme ça, en BIM+, qui peut définir maintenant vous avez besoin de quel attribut. Vous avez besoin d'un attribut date de construction, par exemple. C'est le modeleur n'a pas une idée, mais c'est le BIM manager qui a dit je veux maintenant insérer un certain attribut. Quand c'est lié avec BIM+, vous pouvez voir ici, ça devient de quel projet, mais vous pouvez mettre à jour les attributs du projet de BIM+. Alors, je vous montre ce que vous pouvez faire en BIM+. Par exemple, j'ai ici un projet. En BIM+, vous pouvez afficher certaines choses, je ne vais pas aller trop loin. Vous avez une liste de projets, vous pouvez aussi les afficher sur les différentes positions du globe, avec Maps. Mais ce que j'ai ici, ce dossier a aussi des propriétés. Oui, ce dossier, ça c'est un dossier en BIM+, qui peut être lié avec Allplan. Vous avez ici les possibilités de dire un properties template. Ça sont les attributs. Ouais. Et je peux dire dans ce projet, j'utilise un certain template des attributs qui sera synchronisé avec Allplan, mais de BIM+ à Allplan. Et comment vous pouvez faire dans le Property Manager en BIM+, je peux dire, ok, je veux créer un nouveau. Ouais, par exemple, je copie un nouveau, ouais, pas d'importance, je dis ici que ça c'est webinar, ouais. Et je peux maintenant ici le webinar, et je peux modifier les attributs d'un objet, peut-être de bâtiment, d'un mur, quels sont les attributs de base dedans, oui, ce sont les attributs de base dedans, et je peux dire, je crée un nouveau attribut. Ouais, j'ai dit ici, ça c'est un nouveau groupe qui est aussi le webinar, je ne suis pas sûr où ça va être écrit. Webinar peut-être ici, webinar. Je peux maintenant dans la liste créer un nouveau attribut et j'ai dit ici, ça c'est date construction. C'est quel type? C'est type. Est-ce que ça, oui, c'est type date. Oui, comme ça je peux cliquer dessus pour, ça c'est un champ avec des dates. Oui, ok. Je fais OK. Et maintenant, je vais insérer la date dans le type d'objet. Comme ça. Et maintenant, date construction. Et dedans, vous pouvez faire supprimer ou ajouter quelque chose dedans. Et maintenant, j'ai enregistré ça dans ce template. Ça, c'est étape 1. Si maintenant, dans la liste des projets, je dis dans ce projet, je veux utiliser ce template webinar, je vais enregistrer, comme ça, les attributs sont en direct, visibles aux objets. Et vous pouvez faire aussi en Allplan, je ne montre pas, nous sommes déjà trop loin dans le temps. Vous pouvez en direct en Allplan faire ici l'update, vous voyez ça ici, importer des valeurs d'attributs de BIM+, quand vous faites ça, une connexion est faite avec BIM+, et les attributs et aussi les valeurs des attributs, pas seulement les attributs, mais aussi les valeurs des attributs, vous pouvez importer en Allplan. Comme ça, quelqu'un veut modifier un attribut d'un objet en BIM+, dire date de construction, il met une certaine date, et en Allplan, vous pouvez faire la date que le BIM Manager a fait. Ouais. Ok, alors je pense que je suis déjà 30 minutes hors du temps. J'espère que c'était agréable et intéressant pour vous.
Je pense aussi que vous allez recevoir un lien avec pour l'évaluation feedback sur le webinaire, sur la version. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Encore une fois, peut-être le document qui est disponible sur All.Connect des nouveautés. Tout que nous avons parlé aujourd'hui, vous pouvez retrouver aussi dedans. Du share, aussi du projet en BIM+. Oui, comme ça, vous pouvez à votre temps regarder comment vous pouvez l'utiliser peut-être, mais c'est bien intéressant. Je vous conseille de lire ce document avant de sauter dans 2018, ou si vous avez déjà fait ça, toujours prendre le temps pour lire ce document. Alors, plaisir avec la nouvelle version. À plus tard. Au revoir.